Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic, plus que jamais 3e après leur victoire face à Saint-Etienne. Les Aiglons vont devoir élever leur niveau pour les 3 matchs qui arrivent. Pour en parler à mes côtés cette semaine, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mickaël, bonjour à tous. Le petit jeune Aurélien Mar. Salut Aurélien. Salut Mickaël, salut. Et Antoine Dagoulet, toujours aussi jeune lui aussi. Antoine, il fait pas son âge. Salut Antoine. Il ne vous a pas échappé que le comportement des acteurs de la Ligue 1 face aux arbitres fait l'actualité en ce moment. Nous avons donc le plaisir d'accueillir un ancien arbitre international sur le plateau. Frédéric Arnaud est avec nous. Salut Fred. Salut Mika et bonjour à tous. On est ravis de t'avoir avec nous sur ce plateau. C'est partagé. Voilà, donc on est très content que tu sois là parce qu'en plus l'actualité est chargée au niveau ça me dit quelque chose. de l'arbitrage. On va en parler évidemment. Alors justement, au sommaire de cette émission, on va revenir d'abord sur le match face à Saint-Etienne, le coup de gueule de Francaise à la mi-temps de ce match, de la tactique aussi avec Aurélien, et en particulier sur la gestion de la profondeur face au Verts. Peut-on donc encore critiquer les arbitres? Ça sera notre pour-contre de la semaine. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons ce Nice-Lyon de dimanche soir à 20h45 du côté de l'Alliance Riviera, avec le retour, on est content, des Ultras Populaires Sud pour mettre l'ambiance. Et enfin, dans le Souviens-toi d'Antoine, nous parlerons d'un ancien lyonnais et niçois, aussi ex-international français. Il s'agit bien sûr de François Clerc. Voilà pour le sommaire, mais on attaque tout de suite par le débrief de ce Saint-Etienne-Nice, avec un gym, on peut le dire, Léandra, aux deux visages. Ah, totalement, c'est bien résumé, c'est-à-dire que voilà, ils sont très bien entrés dans ce match, avec une énorme occasion, double parade, triple parade même de l'Arseneur. Et puis à la 5e minute, ce but de Rosario de la tête à la 10e. Donc là, j'avoue, on a pensé un petit peu au match de l'aller, au 8-0, on s'est dit que ça allait être facile. Et je pense que les Niçois ont fait preuve un peu de suffisance à ce moment-là, parce qu'ils ont totalement arrêté de jouer pendant 35 minutes. Ils ont subi l'égalisation. On a vu une équipe stéphanoise qui a repris confiance aussi avec l'aide du public de Geoffroy Guichard. Et puis, comme tu l'as dit, Mika, il y a eu ce coup de gueule à la mi-temps de Francaise, salvateur, parce que là, il fallait réveiller un peu tout le monde. Et on a vu une deuxième mi-temps beaucoup mieux dans l'engagement, beaucoup mieux dans les situations créées, dans l'intensité aussi, parce que première mi-temps, vraiment le pressing désordonné, avec des joueurs qui ne faisaient pas forcément les efforts. Donc petit avertissement, et finalement, cette équipe de Nice qui se réveille et qui a fait une deuxième mi-temps digne d'un prétendant au podium. Donc finalement, tout se termine bien, mais attention. Le contrat a été rempli pour les Aiglons, qui ont donc enchaîné une 4e victoire consécutive, donc y compris parmi les équipes un peu plus faibles dans cette Ligue 1. On craignait un petit peu ce passage-là. On va regarder les stats de cette rencontre entre Saint-Etienne et Nice. Évidemment, un peu plus en faveur dans la possession, comme l'a expliqué Léandra, en faveur des Verts, mais qui devait courir après le score également dans cette rencontre. Des occasions quand même, il y en a eu du côté des Niçois, des tirs également. Fred, tu suis toujours, bien sûr, l'actualité de l'OGC Nice. Tu as longtemps été consultant pour France Bleu Azur, où tu regardais évidemment les matchs, en particulier avec Maxime. Cette équipe de l'OGC Nice, elle fait une belle saison. Tu es d'accord avec nous, là? On l'aurait peut-être pas dit ça dès le premier mois, mais en tous les cas, elle fait une très belle saison, mais à la fois paradoxale, parce que j'ai du mal à croire les résultats de la Coupe d'Europe quand je vois comment elle se comporte en Ligue 1. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir, même si on pouvait s'attendre qu'avec la venue de Francaise et la mise en place d'un staff qui allait apporter un maximum, on pouvait espérer ça, mais depuis qu'on l'attend, on l'a peut-être enfin, cette équipe sur le podium, pourquoi pas peut-être même une 2e place, parce que bon, la première on n'en parle pas, mais oui, ça fait beaucoup de plaisir. Ouais. On va regarder justement le classement de cette Ligue 1 après ce match donc face à Saint-Etienne, et on va voir que l'OGC Nice, ça fait un petit trou sur ses poursuivants. 3 points d'avance dorénavant sur l'AS Monaco, conforte ces 3 points d'avance sur l'AS Monaco. 5 points dorénavant face à Lille, puisque Lille, comme il fallait s'y attendre, a perdu
au Parc des Princes et se retrouve donc à 5 points derrière. Et puis, on va regarder aussi le classement. Bon, il y a 3 points d'écart avec l'Olympique de Marseille, ça n'a pas bougé. Mais avec cette équipe de Lyon, que l'OGC Nice reçoit dimanche, 39 points pour Lyon, 46 pour Nice, 7 points d'avance. Donc, l'occasion, on en parlera tout à l'heure, de mettre les Lyonnais à 10 points en cas de victoire. Ça serait quand même très intéressant dans ce championnat. On va revenir, bien sûr, sur ce match face à Saint-Etienne. Antoine, on le craignait un petit peu, ce match-là, et on avait raison de le craindre après cette première mi-temps un peu loupée des Niçois. Oui, loupé parce que effectivement après la bonne entame, comme on a parlé de Léandra, on a vu une équipe méconnaissable qui pressait pas ensemble. On a vu Guessant, on le voyait pas. Chaud, il était à côté de ses pompes. Santa Maria perdait un nombre incalculable de ballons. Rosario, on savait pas, il savait pas où se placer. Klos, bon, il a fait de bons mouvements offensifs, mais défensivement, le but, il a été très mal aligné. Moi, j'étais très surpris par la possession de balle de Saint-Etienne, 68% en première mi-temps. On était presque dominé par cette équipe qui était relégable. Donc, mais bon, effectivement, ils ont réussi à se remobiliser après la pause et ils ont été sûrs de leur force. Et c'est ça aussi, peut-être une grande équipe, c'est que après la mi-temps, après sûrement le coup de gueule du coach, et Nice a repris ses valeurs et a repris confiance en elle et s'est imposée fort logiquement. C'est intéressant ce que dit Antoine. Aurélien, c'est un match que peut-être l'OGC n'aurait pas gagné il y a quelques temps, par peut-être un peu trop de suffisance. Mais c'est ça, moi j'ai l'impression que Nice a jamais vraiment douté, bon, même quand les Verts avaient la possession et en première période. Les occasions n'étaient pas non plus très très franches pour Saint-Etienne. Donc Nice a fait le dos rond et c'est sur cette résilience finalement qu'ils ont pu ensuite capitaliser. Donc c'est un match effectivement qu'en début de saison les Niçois auraient pu perdre ou en tout cas pas gagner, et là ils ont fait le dos rond, ils étaient sûrs de leur force, donc c'est vraiment très bien pour la suite et très encourageant en tout cas. Alors une fois n'est pas coutume, le focus de cette semaine, ça va pas être sur un joueur qui a changé la physionomie du match, mais le coach, tout simplement, Francaise dans le focus. On en parlait avec toi, Léandra, un coup de gueule salvateur de Francaise à la mi-temps, remontage de bretelles dans les règles de la part de l'entraîneur de l'OGC Nice, parce que c'est vrai que cette équipe, elle était à côté de ses pompes, comme l'a dit Antoine. Qu'est-ce qui s'est dit? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé dans ce vestiaire à la mi-temps de ce match contre les Verts. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que Francaise n'était pas sur le bord du terrain parce qu'il était suspendu. Donc il a assisté au match en tribune presse. D'ailleurs, j'étais juste le rang derrière lui, donc j'ai pu le voir en colère de temps en temps. J'ai pu le voir aussi très déterminé au moment de descendre de la tribune jusqu'au vestiaire parce que, on le rappelle, il avait le droit, et je pense que c'est hyper important pour lui justement d'avoir eu accès à ses joueurs, à ce vestiaire, pour pouvoir faire passer les messages, parce que voilà, en haut il analyse plus, mais là au moins il pouvait faire passer aussi l'émotion de ce qu'il ressentait. Et oui, il a eu les mots justes, et d'ailleurs tous les Niçois qu'on a interrogés nous l'ont dit. Marcin Bulka nous l'a encore répété en conférence de presse tout à l'heure. On va l'entendre après. Alors les mots exacts, je ne les ai pas, mais voilà, évidemment. C'était de l'ordre de voilà, il faut se réveiller parce que cette victoire, on ne va pas nous la donner, il va falloir aller la chercher. Mais les Niçois étaient conscients de tout ce qu'ils avaient mal fait en première mi-temps. Il y avait déjà une prise de conscience collective des joueurs. Après, c'est quand même hyper intéressant de voir que Francaise a un impact, que ses mots ont un impact sur son équipe, et que son équipe est capable de réagir de la bonne manière. Donc ça, c'est très positif pour la suite. Tu en as parlé de Marcin Bulka. On va l'écouter justement, le gardien de but de l'OGC Nice, sur ce coup de gueule à la mi-temps de Francaise. Il est devant la caméra de Philippe Bertine. Non, il fait juste quand il faut faire. Je pense que c'était très juste qu'il avait parlé un peu plus fort. Mais je crois que les joueurs déjà, ils ont compris que notre performance la première mi-temps, c'était, je ne vais pas dire inacceptable, parce que les résultats n'étaient pas mauvais, mais à la fin, on sait qu'on est capable, on a potentiel de faire beaucoup mieux. On avait montré déjà cette saison. Et voilà, j'ai dit à l'équipe qu'il faut sortir aussi, et changer la dynamique des matchs et montrer l'autre visage de notre part, parce que les premières mi-temps qu'on avait fait, si on va sortir sur la deuxième mi-temps comme ça, on va avoir beaucoup de regrets. Et moi je voulais éviter d'avoir les regrets, par exemple comme la saison dernière.
Ouais, donc pas de regret pour Nice face à Saint-Etienne. Il t'impressionne le travail de Francaise là, à l'OGC Nice, Fred? Oui, parce qu'il est tout en maîtrise en plus. Alors, c'est peut-être facile, entre guillemets, de passer après son prédécesseur, où là, on avait un petit peu de mal à comprendre ce qu'il a, le coach italien qu'on avait avant. Voilà. Mais aujourd'hui, on a la sensation qu'il est tout en maîtrise, à la fois dans les mauvaises passes, bien évidemment dans les bonnes passes, et que ça rejaillit sur son groupe, et je crois que c'est un élément important. Et là, ce que vous avez appelé la gueulante salvatrice, ça montre qu'il y a un lien fort avec son groupe. Et ça, c'est la garantie de pouvoir aller loin, quoi. Donc tant mieux. Parce qu'on connaît le football, Antoine. S'il suffisait qu'un coach dans un vestiaire à la mi-temps remonte ses joueurs pour pouvoir gagner un match, ça fait bien longtemps que des équipes renverseraient des situations. Il n'y a pas que ça non plus qui fait, mais il sait trouver les mots, il sait taper là où ça... Taper juste, peut-être pas où ça se fait mal, ou taper juste entre les cas. Il s'est tapé juste, et puis je pense que c'est quelqu'un de aussi très humain, donc il sait se faire respecter par ses joueurs. Et quand tu as le respect de quelqu'un et quand quelqu'un te respecte, déjà le message passe beaucoup plus facilement. Et je pense que c'est le cas. Et puis c'était aussi, pardon Mika, une histoire d'ajustement tactique. Parce que Guessant, il le dit après le match. Il dit on a confondu bloc médian et bloc bas. Et on le voit d'ailleurs qu'ils étaient à contre-nature pendant 35 minutes parce que justement ils ne pressaient quasiment pas. Et on les voyait attendre, on disait mais ils courent à côté du ballon, et c'était pas l'attitude qu'ils nous avaient montré à la base. Tu penses que ça a pu jouer le fait que Francaise ne soit pas au bord du terrain pour tout de suite donner ses ajustements pendant la rencontre, au lieu d'attendre peut-être la mi-temps et les avoir vus en tribune de presse en haut? Oui, c'est clair, forcément ça a un impact considérable dans la préparation même du match aussi pour les joueurs. Je pense que savoir que l'entraîneur est en tribune, on n'aborde pas forcément ça de la même manière. Après je parle pour mon expérience, mais bon, en district, je pense que c'est la même chose qu'en Ligue 1. Mais c'est sûr qu'à la mi-temps, Francaise a pu recadrer les choses, et heureusement qu'il a toujours accès au vestiaire. Ça permet évidemment de donner un peu de chaleur humaine à son analyse d'en haut. Peut-être que l'analyse d'ailleurs est meilleure en haut, et ensuite il a pu transmettre ses indications de la meilleure manière ensuite sur les vestiaires. L'année dernière, il avait déjà été suspendu 4 matchs avec Lens. Il avait hésité à prolonger l'aventure, entre guillemets, après coup, parce que justement, il y avait trouvé des avantages. Mais je pense que contre Saint-Etienne, il n'en a pas trouvé forcément. Alors, il faut peut-être à ce moment-là un entraîneur avec une oreillette en haut, des comme observateurs. Au rugby. De toute façon, ils ont toujours un temps d'avance, le rugby, c'est quand même incroyable. Et moi, de toute ma carrière, j'ai toujours entendu dire les coachs qu'ils étaient à la plus mauvaise place en étant sur le banc de touche, et on faisait même l'inverse, c'est qu'on a creusé des fosses pour les mettre même encore plus bas. En première ligue. Voilà, alors qu'en réalité, ils ont besoin d'avoir une vue du dessus pour avoir la perception tactique de l'équipe et les réajustements. Alors c'est vrai qu'après, il faut communiquer avec les joueurs, les oreillettes, le banc, enfin les moyens d'aujourd'hui permettent ça sans problème, quoi. Tu veux rajouter Non, mais c'était ça, je voulais poser une petite question à Léandra, elle qui était à Geoffroy Guichard. C'est justement, est-ce que tu as vu Francaise communiquer avec le banc par l'intermédiaire d'une oreillette? Normalement, il n'a pas le droit, ça, si? Non, il n'a pas le droit. J'en sais rien, c'est pour ça que je demande. Sur la suspension, il y en a des fois tu as le droit, des fois tu n'as pas le droit. Alors, Francaise, justement, on lui a posé la question tout à l'heure, et lui disait que, en tout cas, on ne lui avait pas parlé d'interdiction de le faire ou non. Ensuite, lui n'a pas d'oreillette, en tout cas, il n'en avait pas, et il confirmait qu'il n'en aurait pas. Après, voilà, il fait passer ses messages parce qu'en fait, il était à côté des analyses vidéo et de Laurent Bessière, qui est lui aussi suspendu, le directeur de la performance. Et c'est eux qui faisaient passer les messages par SMS ou par oreillette. Et particularité du prochain match, on va avoir 2 entraîneurs en tribune, on en reparlera avec toi, Fred, et c'est quand même assez exceptionnel. Ils auront une meilleure vision. Voilà, et on va avoir Paulo Fonseca d'un côté et Francaise de l'autre en tribune sur ce Nice-Lyon. Ce seront leurs adjoints qui seront sur le banc, et en particulier du côté de l'OGC Nice, Lilian Nalis. Et à la différence, Mika, que Paulo Fonseca n'aura pas le droit d'accéder au vestiaire lyonnais, et ce qui fait pour moi une grande différence. Oui, mais ils vont trouver un petit subterfuge parce qu'il va passer ses messages évidemment. Visio. On en parlera évidemment tout à l'heure dans le dossier consacré à l'arbitrage. Pour l'heure, il est temps de parler un petit peu de tactique. Qui dit Aurélien dit tactique, évidemment, notre tacticien, El Tactico de Quinto. On va te surnommer comme ça maintenant. Viens me rejoindre Aurélien, parce qu'on va parler, de la profondeur, de la gestion de la profondeur
lors de ce match entre Nice et Saint-Etienne. C'est ça, exactement Mika, parce que malgré la victoire 3-1 des Niçois, c'est sans doute le plus gros point négatif à trouver de cette victoire, la gestion de la profondeur. Donc on le voit dès la 6e minute de jeu avec Klose qui va serrer ici Davitashvili en bas de l'écran, mais pour l'instant évidemment rien de rédhibitoire. On verra sur la prochaine image. En revanche, que la couverture défensive est pas vraiment excellente. Bombito est en 1 contre 2 face à Cardona et Bouchouari. Donc Klose, qui a très bien suivi d'ailleurs Davitashvili, voit très bien que cette action peut finir sur un but, ou en tout cas sur une très grosse occasion pour l'AS Saint-Etienne, et il est obligé de faire faute dans sa moitié de terrain. Ça va lui valoir un carton jaune, et c'est un peu dommage parce qu'on est à la 6e minute, et juste pour une histoire de mauvais placement défensif, voilà, Klose c'est Klose qui avertit là-bas, donc en plus ce qu'il faisait là. Mais il y avait quoi? Il y avait un corner là, peut-être. il y avait coup franc, ouais. En fait, c'est juste après la triple parade. Ok. de l'Arsenal. Exactement, puis même Shaw est pas forcément non plus à sa place. On voit Dante qui essaye de Qui de revient revenir évidemment sur le coup franc. C'est un peu désorganisé, et du coup Bombito se retrouve à 1 contre 2. Klose est obligé de faire faute. C'est un but. Tu as pris un but comme ça contre Saint-Brieuc, hein, en contre comme ça, de cette façon-là, avec un coup franc, un corner pour toi, et derrière. Oui, mais là, il fallait absolument que tu marques, donc tout le monde était monté, c'est un peu différent, mais effectivement, c'est l'action ressemble. L'autre image. Ensuite, on passe directement à l'action du but stéphanois, avec Cardona qui va se placer en fait dans la zone laissé libre par Barre dans son dos. Dante va sortir sur lui pour essayer de le cadrer. Jusque-là, rien d'anormal. Bombito est au marquage sur Stassin, mais on va voir sur la prochaine Klose image est en aussi. haut, et ouais. Klose est tout en haut. Et là, Bombito lâche inexplicablement son marquage sur Stassin, puisqu'il y a déjà Dante et Ndiaye Chimillé qui sont sortis sur Tardieu. Tardieu d'ailleurs va réussir à faire la passe à Bouchouari. Il va éliminer 4 Niçois en une seule passe latérale. Et là on voit clairement qu'il y a un problème entre la charnière de communication, puisque les 3 sont sortis. Personne n'est là pour couvrir. Logiquement Stassin est tout seul dans la profondeur. Bouchouari va lui mettre, et Klose en plus couvre Traîne. juste ici. Donc manque de coordination et de communication. Après, si Klose est à sa place, Peut-être que Klose aurait aussi pu faire jouer un dans le jeu. L'élan de Bombito. Il y a Exactement. plusieurs. On On peut le voir sous différents angles, c'est vrai. Soit la sortie des 3 centraux, soit Klose qui aurait dû du coup les accompagner. Donc Et c'est là, une succession d'erreurs. de toute c'est ça, façon, voilà, ce- exactement. Ce but-là. Exactement. Ok, image suivante. Prochaine du image. coup. Stassin est retrouvé par Mouefek juste ici en retrait, et va marquer. On voit ici que Bombito, Ndiaye Chimillé et Dante n'ont toujours pas réussi à rattraper les Stéphanois. Donc le temps d'avance est Juste on peut est remettre jamais perdu. l'image précédente, parce que moi je suis interpellé par Rosario là. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, Rosario a essayé de Rosario. couper. Il refait son lacet. a essayé de Il est couper complètement l'intervention. désintéressé par l'action, on dirait, non? Il a essayé de couper l'action. En fait, Stassin fait un grand pond sur lui, et Ouais. il se relève. Il s'en remet- il il se s'en relève relève, pas il s'en parce remet qu'il pas. voit très bien que Ouais, c'est voilà, une image arrêtée, hein, évidemment, on rigole. Mais... qu'il y a un 3 contre 1 de toute façon, puisque la défense est un peu à la rue sur l'action. Égalisation logique stéphanoise dans un temps fort. Non. Des Verts. Et puis ensuite, quelques situations en seconde mi-temps aussi. Alors malgré le regain de forme un peu des Niçois, il y a quand même eu d'autres situations hasardeuses sur l'alignement. Alors ici, c'est Dante qui ne voit pas Stassin dans son dos. Il a juste à se calquer, le Belge, sur Dante justement pour ne pas être hors jeu. Mais surtout, c'est Ndiaye Chimillé qui est sorti de sa zone ici de l'axe central. Dante couvre l'axe gauche, Bombito est sur l'axe droit, mais Ndiaye Chimillé n'est plus dans sa zone. Donc logiquement, Stassin fait un appel là où l'espace est libre, tout simplement. Ici, copier-coller, sauf que c'est Dante qui sort au pressing. Stassin va plonger dans son dos, et Boaquier peut lui mettre tranquillement. Donc on voit que la couverture n'est pas assurée par Ndiaye Chimillé et Bombito. En fait, c'est ça un peu le problème du marquage en zone. C'est lorsque Dante, ou l'un des 3 d'ailleurs, sort, le marquage derrière est plus assuré, puisqu'on laisse une zone complètement libre. C'est le revers de la médaille du coup de la défense à 3. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est cette défense à 3 qui permet d'avoir des espaces aussi dans le dos des centraux quand ceux-ci sortent. Mais c'est aussi le jeu. Hein, Exactement. C'est aussi le jeu. C'est un jeu risqué. De jouer en avançant Exactement. et face au but. T'avais une dernière image? J'en ai 2 dernières même, avec ici un bon alignement
de la défense pour une Quand fois. même. C'est quand même à souligner. Sauf qu'ici, les Stéphanois sont pas totalement dépassés puisqu'ils ont bien compris que la zone entre Dante et Bar juste ici était la principale faiblesse, on va dire, niçoise si on a envie de jouer en profondeur, puisque Dante, malgré son expérience et encore son bon positionnement, manque forcément de vitesse à son âge. Et ici, c'est Mouton qui va lancer Boakier dans la Il profondeur. n'aime pas défendre dans cette position-là, Ouais, en c'est ça. venant vers son but. C'est ça, en courant vers son but, c'est un peu plus compliqué pour Dante, c'est la seule faiblesse, et les Stéphanois d'ailleurs l'ont assez bien exploité, comme on va le voir aussi sur la dernière action. Ici, même situation, Boakier encore qui fait un appel en plus tranchant entre les deux défenseurs, vraiment plein axe. Stassin va le servir, et là c'est une énorme occasion ratée par le Stéphanois, mais s'il y a une situation comme ça qui se reproduit contre Lyon ce week-end, ça peut être quand même très dérangeant pour les Niçois, parce que heureusement que c'est pas Lacazette qui Ou Mikotadze. est Ou face à, Nuama, ou Fofana, ou n'importe qui d'autre. Ou Cherki. Exactement. Il y a du monde du Exactement. côté des Lyonnais. Ok, merci Aurélien pour cette analyse tactique intéressante. Donc voilà, gestion de la profondeur, Léandra. L'OGC Nice parfois un petit peu de mal dans cette défense à 3. Ça peut lui poser des problèmes. C'est pour ça que finalement, après le match, je me suis dit, est-ce que j'ai pas été trop sévère avec les défenseurs dans mes notes? Parce que et finalement, quand je vois ça, je me dis que non, il y avait quand même quelques erreurs. Donc, Non, mais après, moi, je trouve que c'est la tactique qui veut ça. En fait, il y a des 3, 4-3. Il y a des prises de risque. Nice serait peut-être moins offensif s'il ne jouait pas de cette manière-là. Donc, effectivement, il y a des prises de risque. Donc, peut-être que tu vas prendre plus de buts, mais tu vas aussi en marquer plus. Donc, moi, je préfère voir un 4-2 ou un 3-1 plutôt qu'un 1-0 comme l'année dernière avec Francesco Fraioli. Puis c'est un risque assumé et c'est un risque payant pour l'instant, puisque Nice est à 49 buts. Donc, et la 4e meilleure défense. Et la 4e meilleure défense en plus. Donc là, c'est vrai que c'est quelques situations un peu hasardeuses. Mais évidemment, c'est le revers de la médaille. Et c'est surtout dû aussi à un pressing qui était un peu désorganisé des milieux et de l'attaque, comme l'a dit Léandra. Donc il n'y a pas que les défenseurs, évidemment, à blâmer dans l'alignement, mais c'est plutôt conséquence du pressing collectif. Voilà pour cet instant tactique avec El Tactico de Ginto, c'est-à-dire Aurélien Mar. Merci Aurélien, on va passer à l'indiscret. Un indiscret, ma chère Léandra, qui concerne Laurent Bessière, qui a annoncé cette semaine aux joueurs qu'il allait quitter l'OGC Nice en fin de saison. Une démission comme ça en cours de saison, un peu surprenante, parce qu'il était, il n'y a pas si longtemps que ça, encore sur le plateau de Ginto pour nous parler de son travail, et une décision qu'au final, les dirigeants niçois ne regrettent pas tant que ça. Alors en fait, voilà, Laurent Bessière, il était arrivé il y a 2 ans et demi. C'est Florent Ghisolfi qui l'avait fait venir de Lens. Ils sont proches. Il a eu la chance, en tout cas, il était content de collaborer de nouveau avec Franquès qui est arrivé cet été. Mais finalement, voilà, il va terminer la saison et partir ailleurs. A priori, même si ça n'a pas été confirmé encore, il aurait accepté ou reçu un pont d'or de la part du Stade Rennais, comme beaucoup d'ex-Lensois d'ailleurs. Donc Laurent Bessière, oui, il a posé sa démission. On va dire qu'il a mis un peu le club sur le fait accompli. Voilà, il n'y a pas eu de négociation avant ou de qu'est-ce qu'on peut faire pour... Non, c'est vraiment, il a posé sa démission. Il a prévenu le coach il y a quelques jours, il a prévenu les joueurs, comme tu l'as dit, Mika, jeudi matin. Lui ne s'attendait pas à ce que ça sorte si vite dans les médias. Un peu naïf. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il aurait préféré que ça se sache en fin de saison, mais en tout cas, voilà, lui a dit aux joueurs qu'il continuerait, il était très focus sur la fin de saison, qu'il continuerait à fond. Comme tu l'as dit, Mika, le message que fait passer le club, c'est que, alors c'est une perte, mais ça ne déstabilise pas le club, qui a déjà son remplaçant, ou en tout cas qui est en train de travailler sur son remplaçant, le profil ciblé, visé, avec qui les choses avancent bien. Donc c'est Benoît Delaval, donc, qui est actuellement le directeur de la performance du RC Lens. On va repiquer et qui avait d'ailleurs succédé à Laurent Bessière au moment où Laurent Bessière était parti à Nice. Que Franquès, donc du coup, connaît très bien. C'était une évidence. On va dire que des échos qu'on a, ça se passerait pas hyper bien avec les frères Steele à Lens. Qui
sont pas susceptibles de rester non plus l'année prochaine à Lens. Hein. De très bonnes relations avec Francaise, donc voilà, c'est le candidat. Il y a des choses qui sont en train d'être faites actuellement. Il faut savoir que Benoît Delaval, il était préparateur physique en chef à Lille, sous Christophe Galtier, sous Marcelo Bielsa, qu'il avait suivi à Leeds, et il a passé 4 ans à Leeds, donc c'est quand même un joli CV. C'est pour ça que le club a déjà avancé sur son remplaçant, n'est pas inquiet, et surtout il voit aussi une opportunité d'économiser, parce que quand Laurent Bessière est arrivé, c'était un petit peu la folie des grandeurs avec Ineos qui à l'époque lâcher des salaires un peu exactement importants. Et donc voilà, il a un salaire important qui ne correspond plus à la réalité économique du club. Donc, et puis Francaise, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, n'oublie pas non plus que ça fait 2 fois que Laurent Bessière le quitte entre guillemets. Alors au RC Lens, c'était en cours de saison. Là, il va finir la saison, mais finalement, voilà, c'est aussi la vie du football. On voit un nouveau mercato qui se crée, le mercato de tout ce qu'il y a autour du club, en fait, du staff, un mercato de staff. Et Laurent Bessière, lui, est quelqu'un qui a choisi une opportunité pour sa carrière. Fred, on peut s'interroger peut-être sur le timing, même s'il ne voulait pas que ça sorte à ce moment de la saison. Quand on voit l'OGC Nice en course pour jouer peut-être la Ligue des Champions l'année prochaine, annoncer maintenant, dire continuez votre saison, moi je suis encore là, mais l'année prochaine je suis plus là, c'est un peu spécial, non, comme timing? Moi je dirais pas c'est un peu spécial, hein. Là je parle juste en management, après je connais pas les tenants, les aboutissants, mais il est un fait certain, tu es dans la course au podium, tu vis une fin de saison extraordinaire, je pense que c'est pas une information à donner aux joueurs maintenant, quoi. Que lui il ait fait son choix dans sa tête, là il n'y a pas de souci, qu'à la limite même il aille s'engager, mais je trouve que ça mérite un peu plus de discrétion pour que tout le monde continue à travailler. Et puis même pour lui, je trouve qu'il y a un danger, c'est que même s'il fait le maximum, s'il y avait éventuellement la moindre défaillance dans son application au club, peut-être on lui ferait le reproche en disant il était plus là, il pensait déjà à autre chose. Donc même pour se protéger lui, il aurait peut-être mieux fait d'attendre. Maintenant, on l'a dit, les mercatos, on a l'impression que comme ceux-là, ils n'ont pas de date prévue pour les staffs, on a l'impression que ça commence de plus en plus tôt pour essayer d'avoir les recruter les meilleurs profils, quoi. Et puis on peut se poser la question aussi, Mika, des intentions du Stade Rennais, qui encore une fois va chercher quelqu'un qui a travaillé avec Francaise à Lens, voilà, tous ces ex-lensois qui sont arrivés à Rennes, avec peut-être l'intention, Arnaud Pouille, le président exécutif. Seko Fofana. Tout à fait, avec peut-être le but d'attirer Francaise. Mais bon, les ficelles sont un peu trop grosses, quoi. Il a répondu d'ailleurs à une question d'un confrère en conférence de presse en quelques mots. Et qu'est-ce qu'il a dit, Francaise? D'ailleurs, il était un peu agacé par la question parce qu'elle revient souvent, malheureusement, cette saison. Et lui a dit, je l'ai déjà dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais le redire encore, je suis très bien à Nice. Oui, mais comme on disait, le timing fait qu'on pose cette question aujourd'hui alors qu'on ne l'aurait peut-être pas posée. Mais si Benoît Delaval est confirmé et arrive à Nice, ça sera quand même un bon signal que Francaise se projette au-delà de cet été à l'OGC Nice. Antoine, on a reçu évidemment Laurent sur ce plateau et tout s'était très bien passé avec lui. Juste un mot quand même sur le fait qu'il y a quand même eu beaucoup de blessés cette saison à l'OGC Nice, on le sait. Il y a eu une restructuration dans le cadre médical avec un nouveau docteur qui est arrivé de l'Olympique Lyonnais pour mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Est-ce que Laurent Bessière, le fait qu'on ne le retienne pas finalement ou qu'on ne négocie pas avec lui, paye un tout petit peu aussi tous ces blessés de cette saison? Je ne sais pas, mais je pense pas que lui, en fait, il est pas docteur non plus. Par exemple, quand on reparle de Sanson, c'est une blessure où il est pour rien, c'est une fracture qui a lieu dans un contact. Après un ligament croisé pour Mofi, pareil. Et après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs autres blessures, mais moi je pense pas qu'on peut lui imputer, puisque en fait là l'OGC Nice maintenant a récupéré tous ses joueurs et finit la saison en boulet de canon avec tout son effectif, et l'objectif c'est d'être fort, comme on dit dans les derniers mois. Ils ont raté la Coupe d'Europe malheureusement à cause de ça, mais et d'ailleurs Laurent, quand il était venu, Laurent Bessière, il nous avait dit je pense qu'on finira fort. Et je pense qu'il a raison, et depuis le départ, là Nice a récupéré beaucoup de joueurs, Nice va finir fort, et qu'est-ce qu'il faut dans une saison? Est-ce qu'il faut commencer fort, et puis après avoir des blessés, et finir plus doucement, même physiquement? Je pense que lui, il a quand même fait du bon travail jusqu'à maintenant. Attendez, mais t'as pas pu jouer la Ligue Europa correctement, dans les bonnes conditions. Non, t'as pas pu jouer la Ligue Europa correctement, peut-être que tu n'avais pas l'effectif aussi
assez pléthorique pour la jouer. Bah, avec 10 joueurs en moins, c'est sûr que ton effectif... Mais je pense que là, en Ligue 1, pour l'instant, tu es 3e. Si Nice finit sur le podium, on ne pourra pas dire que Laurent Bessière aura fait du mauvais boulot à l'OGC Nice, puisque pour l'instant, loin de là. Ça finit plutôt fort là. Donc, Aurélien, on se remet toujours d'un départ, je sais pas, d'un kiné, d'un préparateur physique, peut-être même d'un adjoint, un peu moins d'un entraîneur. Donc, est-ce que cela peut compter dans cette fin de saison de l'OGC Nice, ce départ, comme l'a dit Fred, dans le management peut-être? Je pense que le départ en soi ne va pas compter, mais le moment et le timing choisi est un peu délicat. Parce que, évidemment, quand on a des habitudes de travail qui commencent à se mettre en place, ça fait 2 ans et demi qu'il est arrivé, on est censé compter les uns sur les autres. Et c'est vrai que je trouve ça étonnant qu'il l'ait dit déjà aux joueurs aussi. Parce que même eux ne... Par souci d'honnêteté, peut-être avec eux? Ouais, peut-être, sans doute. Je pense que c'est ça, mais pour travailler le mieux possible jusqu'à la fin de la saison, il aurait peut-être aussi fallu que, je suis d'accord avec Fred, de le garder pour soi en fait. Garder un petit peu pour soi. Après, peut-être on sait pas. Je pense que ça peut déséquilibrer un groupe. Peut-être que ça avait fuité aussi, qu'il y en avait un ou deux qui le savaient, et il a voulu être complètement... Bon, après on n'est pas... il a préféré peut-être l'annoncer lui-même, plutôt que ça arrive par une autre voie et que ça soit plus encore plus délicat. C'est discret Léandra dans une tonique, par exemple. Que tout le monde redoute. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur Laurent Bessière. Laurent Bessière qui est suspendu jusqu'à la fin de saison, quasiment 3 mois après des mots échangés avec les arbitres de Saint-Brieuc-Nice. Et la transition est toute trouvée avec cette suspension, puisqu'on va parler de la Ligue 1, de l'arbitrage et de ses acteurs dans le pour-contre. Et la question du jour, c'est peut-on encore critiquer les arbitres? Vous avez vu toutes ces suspensions, celle de Paolo Fonseca pour 9 mois, en tout et pour tout, après avoir quand même fait un front contre front avec l'arbitre Benoît Millot. C'est des gestes assez graves. Il y a la suspension de Pablo Longoria, lui, pour 15 matchs après avoir parlé de corruption, celle de Mehdi Benassia, celle d'Olivier Létang, bref, tout un tas de suspensions, tout un tas de dossiers autour de l'arbitrage. Avant de te donner la parole, bien évidemment, Fred, et de parler de tout cela, on va faire ce pour-compte. Donc, peut-on encore critiquer l'arbitrage? Doit-on encore critiquer les arbitres quand on voit ce que cela donne derrière? A-t-on encore le droit de le faire quand on est un acteur de la Ligue 1? Eh bien, on va commencer tout de suite ce pour-contre avec Antoine. Et oui, et donc pour moi, ça sera le non. Je dis, on ne peut plus critiquer les arbitres. Parce que déjà, moi, je trouve que la sanction de Fonseca et de Longoria, elles sont justifiées, enfin, surtout celle de Fonseca. Alors, j'ai été très surpris et désagréablement surpris par la réaction de Fonseca hier, qui se disait victime un peu de tous les autres problèmes qu'il y a eu, parce que Fonseca, ce qu'il oublie, c'est que ça doit être un exemple. Fonseca, c'est un entraîneur et doit être un exemple pour ses joueurs, un exemple pour ses dirigeants, un exemple pour le public, un exemple pour le foot amateur, un exemple pour les jeunes qui regardent le match. Et si effectivement il peut imaginer que la sanction elle est forte, moi je trouve qu'elle est juste, et même elle devrait être encore plus forte, parce que ce qu'il a montré, même Roland Courbis a dit qu'il n'était pas un ange avec les arbitres, a dit qu'en 40 ans de coaching il avait jamais vu être un entraîneur aussi proche d'un arbitre tête contre tête, quoi. Donc alors il a dit oui, je l'ai pas touché physiquement, etc. Mais non, mais c'est juste l'attitude. Et quand un gamin voit ça, il se dit ou un entraîneur de jeunes, il dit moi je pourrais me permettre aussi de faire ça. Et donc il doit être un exemple, et là il y a eu peut-être un exemple au niveau de la sanction, mais c'est tout à fait justifié, et donc on ne doit plus critiquer les arbitres pour ça. On voit bien au niveau du rugby par exemple, bon évidemment c'est une autre mentalité, c'est différent, mais l'entraîneur, les joueurs ne critiquent pas l'arbitre, et on voit que le public ne le critique pas non plus. Alors évidemment ça arrive qu'il y ait des critiques, mais on voit que par rapport au football, ça n'apporte pas toutes les violences que ça peut apporter par rapport à l'arbitrage. Donc c'est ça qui est important. Pareil, Longoria 15 matchs, c'est justifié, même si là c'est un dirigeant et il doit aussi montrer l'exemple d'une autre manière. Et par contre, en revanche, ce qu'il faudrait pour que les arbitres ne soient plus critiqués et moins critiquables, c'est que les arbitres eux aussi soient beaucoup plus dans le dialogue. C'est-à-dire qu'ils expliquent vraiment leurs décisions, que ce soit aux joueurs, que ce soit aux entraîneurs. Alors il y en a qui le font,
d'autres qui le font beaucoup moins, qui font un peu les cow-boys, et ça déplaît vraiment énormément à certains joueurs, à certains entraîneurs. Mais il faut qu'ils soient vraiment dans la discussion avec les joueurs, etc. Il faut qu'ils soient plus ouverts, plus dans le dialogue, et on a vraiment hâte qu'on leur mette des micros à ces arbitres pour que tout ça se calme effectivement. Aurélien, c'est à toi. Pour toi, on peut encore critiquer les arbitres et l'arbitrage. On peut encore critiquer, mais je pense qu'il faut le faire différemment. Parce qu'en fait, je me pose la question de si on arrêtait de critiquer les arbitres, est-ce que foncièrement, il y aurait une amélioration de leur niveau ? Je pense pas, il y aurait peut-être sans doute forcément moins de pression pour eux, ce serait peut-être plus simple, mais ils ne deviendraient pas tous irréprochables à ne pas faire d'erreur. Donc, quoi qu'il arrive, tout le monde continuerait à parler à droite ou à gauche. Donc non, on doit toujours avoir la parole, puis il faut que les clubs aussi continuent à pouvoir parler, échanger et discuter, mais dans le respect, parce que sinon ce serait juste mettre la poussière sous le tapis, de dire non, on n'a plus le droit de critiquer, et puis tout le monde se tait. Donc sur ce premier point, voilà. Après, je suis quand même d'accord avec la sanction de Fonseca, ça doit être un exemple. Ça c'est évident, mais je pense par exemple qu'il faudrait critiquer autrement. Donc avec pourquoi pas choisir un représentant ou un dirigeant d'une équipe, de chaque équipe de Ligue 1, qui pourrait le lundi ou le mardi discuter avec les arbitres ou les représentants des arbitres. Dans la réunion qu'ils ont, où les arbitres reviennent sur les matchs du week-end, etc., et font un petit débriefing pour que chacun apporte sa vision des choses et avec du recul et totalement à froid, savoir ce qu'il a aimé ou moins aimé de l'arbitrage de son équipe en championnat. Tout simplement pour construire quelque chose de plus prospère et avoir du dialogue, parce que le fait de ne plus pouvoir critiquer, ça enlève toute communication, et je pense que c'est vraiment la communication dont on a besoin en ce moment entre les deux parties, que ce soit entre les arbitres et les clubs. Donc non, communiquer oui, mais autrement, critiquer autrement. Voilà, donc pour contre, Fred, on va évidemment te donner la parole. Ancien arbitre international, aux côtés de Claude Colombo, de Gilles Vessière et d'Alain Sars en particulier. Coupe du Monde, demi-finale de Ligue des Champions. Tu as beaucoup de 226 matchs de Ligue 1 à ton actif, je crois, quelque chose comme ça. C'est dans mes petites fiches. Bref, si je me trompe, tu me le dis. 236 matchs de Ligue 1 à ton actif, t'en as enlevé 10, tu vois. Oui, c'est pas grave. Tu as bien sûr été confronté à tout cela, à tous ces acteurs sur le bord de la touche aussi parfois. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer entre les acteurs de la Ligue 1, ces critiques parfois violentes face aux arbitres? Alors la critique, déjà je crois que dans le principe, il faut pas stopper la critique. Enfin, si on interdit aux gens de parler, ça devient une dictature. Donc il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Je crois que ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est la véhémence avec laquelle on s'exprime, et que effectivement c'est même pas que ça dépasse la pensée, c'est que c'est de l'inentendable, parce que en plus ça arrive même d'ailleurs jusqu'à des pressions physiques, hein, puisque l'arbitre qui a critiqué Jérémy Stina, la voiture, les pneus crevés, des menaces de mort, donc ça devient insupportable. Donc effectivement, moi je dis il faut continuer à critiquer. La seule chose, c'est que on maîtrise pas la façon dont les gens s'expriment, parce qu'on oublie trop souvent de dire que la critique, ça ne veut pas dire que du négatif, hein. C'est aussi une critique, elle peut aussi être positive, hein. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui donne son avis, positif ou négatif. Donc la critique, oui, il faut qu'on arrive à maîtriser la façon dont on critique. Ça signifie qu'en clair, il faut, parce qu'a priori les gens ne connaissent que ça, il faut qu'on ait le courage de sanctions dissuasives. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde avec un peu de recul ce qui s'est passé, eh bien, c'est que sur le terrain, on s'aperçoit que globalement, sur le terrain, ça se passe bien. Et moi, quand j'arbitrais, on me disait toujours que sur le terrain, on avait de bons rapports avec les joueurs. Alors oui, il y avait 2-3 joueurs un petit peu emblématiques où on savait qu'ils c'était du verbe haut, mais sinon, ça se passait bien. Aujourd'hui, en fin de compte, c'est à l'extérieur du terrain que ça s'excite. Et le problème, c'est que on a un coach qui fait un tête contre tête avec l'arbitre. Mais quelques jours avant, on a un président de club qui s'exprime et ça n'a pas d'incidence. La sanction, on ne le responsabilise pas, la sanction, elle n'a pas d'incidence pour le club. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le président, il peut dire ce qu'il veut, ça ne change rien, alors que le président... grave, hein, on parle de corruption. Oui, bien sûr, il prend 15 matchs.
Mais de toute façon, tous ces matchs, il les fait en salon VIP dans la tribune présidentielle. Il va en faire 15 matchs toujours au même endroit. Donc ça change rien. Et petit à petit, c'est d'une façon induite, les autres acteurs du club se disent, en fin de compte, si mon président y parle et puis que ça change rien dans le fonctionnement de l'équipe, pourquoi je parlerai pas moi? D'autant qu'en plus, moi, ce qui me surprend, c'est que j'excuse pas Fonseca. Mais si ça se passe sur une situation de jeu, c'est tendu, il perd, enfin, on est sur la fin du match, il y a la VAR qui est là pour finalement avoir une décision qui lui est favorable. Je veux dire, on ne comprend pas. Donc c'est forcément qu'il y a des interactions derrière. Peut-être la discussion dans la semaine où il y a des choses qui se sont dites, ce qui est alimenté sur les réseaux sociaux où tout le monde se croit un petit peu autorisé à parler à tout moment et puis ça disjoncte. Mais là, il y a la sanction. Est-ce qu'elle est dissuasive 6 mois de suspension jusqu'en septembre? C'est à espérer parce que nous, en tant que dirigeants foot amateurs, ce que je suis aussi, eh bien, on sait les répercussions que ça a et que ça peut générer aussi des conséquences dramatiques plus bas. Donc si je comprends bien, pour toi, les sanctions de suspendre de vestiaires ou de choses comme ça, c'est pas suffisant. Il faut sanctionner les clubs quand il y a des affaires aussi graves par du retrait de points, par exemple. Il faut aller au retrait de points et puis peut-être aussi parce que la sanction c'est bien, mais on peut pas parler que de sanction. Il y a le rapprochement, le fait de créer un dialogue entre les instances de l'arbitrage et les clubs. La direction de l'arbitrage a invité les clubs, si je me trompe pas, il y en a 18 en Ligue 1, à aller visiter le centre VAR. Combien ont répondu à l'invitation? 4. Bon, donc, à un moment donné, on dit on veut créer un dialogue. On veut essayer de se mettre autour d'une table, de voir comment on peut faire une approche plus pédagogique pour tout le monde. Et on a l'impression que c'est toujours dans le même sens. Alors, les arbitres, je pense qu'ils font un effort même en termes d'organisation, puisque d'ailleurs ont été nommés à la direction de l'arbitrage, donc à Maury Delru et Michael Landreau, pour travailler ces aspects-là. Aujourd'hui, ils sont capables de dire au lendemain des journées de Ligue 1 ce qui ont été des bonnes décisions et des mauvaises décisions, puisqu'il y a un comité de débriefing des décisions de Ligue 1 dans lequel il y a des présidents de club. Et si je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que le président River fait partie de ce comité de débriefing. Et d'ailleurs à tel point que je ravive un mauvais souvenir, mais le match aller contre Lyon-Nice, décision de l'arbitre qui siffle pas penalty sur Guessant, et le lendemain, le comité de débriefing dit c'est une mauvaise décision, il aurait dû y avoir à la fois penalty et à la fois un avertissement. Donc je pense que les arbitres font pas mal d'efforts. Oui, mais regarde Fred, tu montres cet exemple-là. Après, l'arbitre qui était d'ailleurs, comment il s'appelait, l'arbitre de Lyon-Nice au match aller. De Chepy Non, De Chepy, oui, c'est ça, Sébastien De Chepy. Ouais, c'est ça. Et il a été complètement fermé à toute discussion. Enfin. Alors oui, mais après il faut aussi mettre les choses à leur place. Alors on a la direction de l'arbitrage a changé, mais avant qu'il y ait Anthony Gauthier, c'était les arbitres. Silence radio, vous ne parlez plus. C'était Gary Bian qui avait décidé ça. Voilà. Donc, on ne parle plus. Donc, effectivement, si on a des directives, on ne parle plus, c'est une chose. Après, quand on dit « OK, on parle », il faut aussi être habitué à parler. Les médias, c'est pas toujours évident. Moi, je l'ai vécu des fois à mes dépens. On ne sait pas gérer certaines questions. On sait aussi que quand on y a une interview, selon comment on s'exprime, on va garder juste la phrase qui fait mal. Donc, il y a un travail qui est fait, puisqu'ils font des médias training pour pouvoir répondre. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Et puis, très souvent aussi, on voudrait que l'arbitre il s'exprime à l'issue du match. À l'issue du match, quand c'est encore dans l'ambiance, c'est chaud, ça a été tendu, peut-être qu'on pourrait, si on décidait que les arbitres s'expriment sur leurs décisions, ce que moi je peux entendre. Certains l'ont fait. Oui, bien sûr, et c'est une bonne chose. Peut-être laisser un temps de repos, de laisser retomber un peu la tension pour s'exprimer correctement et puis être serein. Parce que de toute façon, l'arbitre, quand il prend sa décision, il n'apprend pas au petit bonheur la chance. Il sait pourquoi il a pris telle ou telle décision. D'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on regarde les débriefings des lendemains, ils mettent les vidéos sur le site de la Fédé, où on entend les échanges, où l'arbitre est capable de dire « Ah, j'ai pas bien vu, je suis mal placé, dis-moi, est-ce qu'il y a le pied, est-ce qu'il y a la semelle ?» Donc, il y a vraiment une volonté de prendre la bonne décision dans l'intérêt du football.
il faut que tout le monde ait envie d'être autour de la table. Hein. Mais il faudrait peut-être aussi un petit peu plus de transparence chez les arbitres aussi. Fred, dans la désignation, par exemple, où c'était parfois un peu nébuleux, Jérémy Stina qui avait exclu, en tous les cas, qui avait eu des mots avec Mehdi Benassia, qui se retrouve arbitre derrière, et il se passe ce qui se passe avec Pablo Longoria. On se demande comment il a pu être désigné à ce moment-là. Et puis, il y a aussi parfois reconnaître qu'on s'est trompé tout de suite, et puis ça désamorcerait. Non, mais voilà. je suis d'accord avec toi, Mika. D'ailleurs, alors moi je suis pas à la direction de l'arbitrage, hein, comme vous le savez. C'est vrai que alors c'est pas qu'il aurait fallu enlever Jérémy Stina, c'est qu'il aurait fallu ne pas le désigner. Pas le désigner, voilà. tout simplement. Et là, on peut comprendre la colère des Marseillais quand on voit Bien ça. Bien sûr. Alors il y a pas de transparence à avoir. C'est juste une question peut-être d'anticipation pour dire on va prévenir. Alors après on est toujours dans dans le challenge en se disant est-ce qu'en disant oui on cède, en disant non on montre qu'on est fort, quel est le bon réglage du curseur. Voilà. Alors c'est vrai que après la désignation des arbitres, elle n'est pas toujours évidente, hein, parce qu'on a un arbitrage français qui tourne bien à l'étranger, avec des matchs en Coupe d'Europe qui s'échelonnent sur trois journées dans la semaine. Après, ils peuvent peut-être pas être désignés le week-end, donc c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est vrai. Bon, en tous les cas, la meilleure des façons, ça serait que sonoriser les arbitres. Là, Antoine l'a dit, Aurélien aussi. Ça a été abandonné parce que, soi-disant, la Ligue n'a plus de sous. Mais malgré tout, c'est une bonne chose d'entendre, peut-être, et pour les spectateurs aussi, et pour ceux qui sont devant leur télévision, les décisions des arbitres. Oui, mais alors oui, sur certaines situations, pourquoi pas. Alors moi, quand la VAR intervient, par exemple. Oui. Moi, je me rappelle, oui, parce que je me rappelle avoir les premières expérimentations où on avait mis la sonorisation aux arbitres. Ça avait été un match de finale de Coupe de la Ligue, je crois. Donc j'étais encore en activité pour entendre l'arbitre qui, à l'époque, pendant 90 minutes, pas de faute, sans les mains, pas de faute. Non, mais voilà. Mais par contre, oui, les décisions. Sur la VAR, sur certaines décisions, oui. Alors d'ailleurs, il y avait la volonté d'avoir l'explication des décisions qui devaient se faire. Donc là, la FIFA apparemment aurait donné son accord, et je sais que la Fédération française s'est portée candidate pour justement avoir, comme ça s'était fait à l'Euro, avoir l'explication sur certaines décisions. Parce qu'en plus, c'est vrai que beaucoup de fois, les gens sont fous de colère sur des fois des points de règlement qu'ils ne maîtrisent pas, quoi. Et on pourrait tout de suite faire retomber la tension. Léandra, tu as été convaincu par les arguments d'Aurélien ou de... Il y a du bien à prendre des deux côtés, mais c'est vrai que le résumé de dire critiquer, oui, mais autrement, je pense que c'est la bonne manière de fonctionner. Là, à un moment donné, comme l'a dit Aurélien, les arbitres sont sous une telle pression. Comment travailler dans ces conditions quand on est seul dans un stade, qu'on sait que même si avec les joueurs ça se passe bien, derrière on va se faire rattraper par un dirigeant qui a des mots... on a l'impression que plus personne ne calcule un peu ce qu'il dit, plus personne n'a conscience un peu des conséquences que ça peut avoir. Et on a affaire à des hommes et des femmes, des humains qui se trompent. Moi, je suis un peu dans le foot amateur, mais dès qu'on me demande d'arbitrer, je suis la première à dire non, parce que je sais à quel point c'est difficile. Et c'est à nous aussi, médias, de faire attention parfois à comment on s'exprime, ou même si, comme on l'a dit, il faut continuer à dire, là oui, il y a une erreur, alors comment on la rattrape, comment on devient meilleur, comment on ouvre un dialogue et comment on le maintient de la façon la plus apaisée possible. Mais après, il y a tellement d'enjeux aussi. Après, nous ici, après Lyon-Nice par exemple, on a été les premiers à dire que M. De Chépy s'était trompé. Il n'avait pas voulu siffler ce fameux penalty, malgré que son arbitre VAR lui dise va voir quand même, il y a quelque chose. Il l'a vu et il avait dit je préfère pas siffler péno GG. Il n'y a pas péno GG. Là, c'était, on a parlé à la limite de la malhonnêteté parce que à un moment donné, les images sont criantes, sont parlantes et on peut comprendre que les acteurs du jeu s'énervent, Fred, face à ces choses-là. C'est pour ça que moi, je suis pas un partisan de la VAR à outrance, dans le sens où je dis, avant, quand l'arbitre se trompait, on avait toujours l'excuse de dire ça va vite, il n'a pas vu, tout ça. Aujourd'hui, arriver au final à une mauvaise décision alors que les images ont tendance à démontrer l'inverse par A plus B, c'est vrai que ça devient inconcevable. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que de suite, ça met la suspicion. Alors que moi, je suis intimement convaincu que mes anciens collègues, mes arbitres, ils rentrent sur le terrain avec la volonté de faire zéro faute. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent eux aussi un classement dans la saison. C'est aussi un peu opaque quand même, ce classement-là.
Bon, c'est pas spécialement. Alors oui, il n'est pas publié. Il n'est pas publié, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que tout le monde critique tout. Si du jour au lendemain, on publie le classement des arbitres sur les réseaux sociaux, quand on voit comment ils se font, permets-moi l'expression, comment ils se font allumer, je me dis si en plus on publie les notes, bon, il y a un classement. Il y a des gens qui ne sont pas des arbitres, qui sont au Conseil fédéral, à la fédération, qui peuvent avoir accès au classement. Ils peuvent regarder. Il y a un classement. Donc les arbitres, ils ont envie d'être les meilleurs possibles parce qu'ils peuvent jouer leur titre d'international. Ils n'ont pas envie de retomber en Ligue 2. Ils sont aujourd'hui professionnels. Donc ils ont aussi du temps pour se préparer. Donc je pense qu'on peut en tous les cas estimer qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'on a des situations de jeu des fois incompréhensibles quand on a la VAR qui montre que... C'est ça, c'est la VAR qui a créé de la compréhension finalement. Ça devait tout s'arranger, ça fait qu'aggraver les choses. Et c'est vrai que je faisais partie des gens qui pensaient que la VAR n'allait rien résoudre et au final, on est en train de... Elle a résolu elle en résout quelques-uns. Quelques-uns, mais par contre, elle en apporte d'autres. Mais elle apporte de polémiques malgré tout. Enfin, espérons que là, sur Nice-Lyon, l'arbitre sur Nice-Lyon, vous l'avez en tête, je ne me rappelle plus. Tiens, on va me le souffler. Oui, si, c'est Benoît Bastien. Benoît Bastien, c'est ça. Qui est normalement un très très bon arbitre. Ça se passe toujours très bien. C'est un des meilleurs sifflets français au niveau international. Qui est plutôt dans le dialogue avec les joueurs. De toute façon, ils sont plutôt calmes quand on voit le sang-froid de Bastien Millot dans ces cas. Il faut sacrément être... Il était quand même scotché, enfin il a dit... Il était sidéré. Sidéré. Ça ne s'attend pas à ce qu'il y a eu force dessus. Soit impressionnante, et il faut quand même le dire, Fred, malgré tout, et on va en terminer là-dessus, c'est comme Antoine en parlait, ces images-là, elles sont vues par les gamins, par ceux qui jouent au foot le week-end face aux arbitres, et les arbitres derrière, c'est très très compliqué pour eux d'arbitrer en amateur. C'est compliqué au niveau amateur, et c'est en tous les cas, le foot professionnel a valeur d'exemple. Et ce qui est montré aujourd'hui, aussi bien dans les actes que dans les déclarations, c'est insupportable pour le monde amateur. Mais toi, en tant que vice-président du district, tu peux témoigner déjà. Nous, on est notre équipe du président Alain Broche, on est arrivé au district fin octobre. On a une nouvelle commission de discipline. Alors, sans parler des effets Longoria ou Fonseca, pour la petite histoire, puisque j'ai un petit peu fait le calcul, depuis fin octobre, notre commission de discipline a distribué pas moins de 34,5 années de suspension au total. Parce que les joueurs qui prennent 3 ans, 6 ans, multipliés, donc ça va assez vite. Il y a des sanctions aussi lourdes que ça. 3 ans, 6 ans, c'est la violence à chaque fois. Mais le problème, c'est que pourquoi elles sont d'ailleurs aussi lourdes, c'est qu'en fin de compte, il y a le terrain, mais aujourd'hui la violence, elle se déplace en dehors du terrain et maintenant en dehors du stade. Il y a des guet-apens à la sortie du stade, on va courser les joueurs dans le parking qui est en sous-sol, ça devient infernal. Et on ne peut même pas s'appuyer sur le monde professionnel pour dire venez parler, venez donner l'exemple. Ils ne le font pas. Ah non, c'est même l'inverse. Bon. Voilà donc pour ce dossier consacré à l'arbitrage, on restera bien évidemment attentif, mais Léandra, tu as raison aussi, nous avons une responsabilité par rapport à ça, après tout, c'est que du football. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'attend pas que tout se passe bien dimanche avec les passifs qu'il y a eu entre Nice et Lyon, on le sait malheureusement. Là, c'est sûr que Benoît Bastien, il aura malgré tout une petite pression sur ce match-là, mais a priori, il sait la supporter. Oui, il l'aura préparé, et puis c'est des fois quand on s'attend à ce que ça soit pas trop bien, que ça se passe super bien. Donc voilà, en tous les cas, c'est une belle affiche. Ouais, c'est une belle affiche, et justement, on va en parler de ce Nice-Lyon, donc premier des 3 matchs un peu costauds à venir pour l'OGC Nice, puisque derrière, il y aura la réception d'Auxerre, puis le déplacement à Monaco après la trêve internationale, et on a vu, Léandra, que cette équipe de Lyon n'avait pas abdiqué dans sa course au podium en particulier. Oui, ils lâchent rien. Là, ils sont sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Là, la seule défaite, c'est contre Paris. Donc, on le sait, Lyon, c'est une belle équipe. Là, on voit qu'ils ont répondu présent en Ligue Europa avec cette victoire contre Bucarest. Il y aura le match retour, donc ça va peut-être aussi jouer dans leur façon d'aborder ce match contre Nice. De voir un petit peu aussi les états de forme, même si ils n'ont pas été trop poussés dans leur retranchement non plus. Mais oui, c'est une belle équipe. Ça va être aussi un bon test pour le JC Nice qui fait carton plein contre les petits du championnat. Il fallait le faire aussi, parce que Nice ne l'a pas toujours fait, a parfois relancé un peu ces équipes-là. Et là, on va voir, l'OGC Nice, quand même, a toujours été très bon contre les gros depuis le début de la saison. Il y a juste eu cette défaite contre Lille, la première à l'aller contre Marseille, mais sinon, Nice répond présent, et surtout à domicile, où ils sont invaincus. Donc,
ça promet une belle affiche. On poursuit cette série d'invincibilité. On va regarder le tableau des adversaires de l'OGC Nice sur cette journée de Ligue 1. Contre qui ils vont jouer les concurrents directs. Bien, il y aura ce Toulouse-Monaco dès ce soir, donc à 20h45. Marseille qui recevra un Lens complètement décimé. Rennes, Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui roulent sur l'eau, mais qui sont entre 2 matchs de Coupe d'Europe, donc ils peuvent peut-être abandonner quelques points. Mais bon, Paris dans la course au titre, c'est gagné. Et puis ce Lille-Montpellier, où Montpellier est en pleine déliquescence. On l'a vu ici. Donc, quand on regarde tout cela, mon cher Antoine, tu te dis que... Il faut gagner contre Lyon. Il faut gagner contre Lyon. Il faut gagner tous les matchs. Ouais, mais ouais. là, dans cette journée, encore plus, peut-être. Et puis surtout que là, si tu bats Lyon, tu prends quand même 10 points d'avance. Donc 10 points d'avance sur un 6e. À combien de journées de la fin? Assez peu. Enfin, 10. Il restera 10 journées. Il restera 9 9 journées. Ce match. Ouais, après ce match, 9 ça journées, restera- ça sent bon déjà pour l'Europe. Après, le podium, on ne sait pas. Mais sauf Strasbourg, encore un peu plus loin. À mon avis, moi, le 7e sera aussi européen. Oui. Paris va gagner la coupe. Normalement, enfin, c'est pas sûr, hein, mais bon. Quand on voit le dernier carré, Ouais. Oui, oui. c'est pas PSG Cannes ou PSG Voilà. Guingamp qui Ouais. vont... Donc, pas Guingamp, Dunkerque. Dunkerque. Voilà. Donc déjà, je pense que tu gagnes dimanche, c'est un très grand pas vers l'Europe. Déjà. Donc et après, eh ben effectivement, là, ça sera plus. Je pense que ça sera une journée effectivement quand on voit les oppositions de nos concurrents directs pour le podium, et ce sera important de s'imposer. On va regarder une statistique de nos confrères statisticiens d'Opta qui ont sorti un tableau à 10 journées de la fin, des prédictions de classement final. On voit qu'évidemment le Paris Saint-Germain a 99,9% de chance, moi je dirais même 100% d'être champion, mais c'est pas mathématiquement fait. Deuxième donc dans ce tableau, l'Olympique de Marseille, 59,4% de finir à la deuxième place. L'OGC Nice a 15,8% de chance de finir à cette deuxième place. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que quasiment 30% de chance de finir à cette troisième place, juste devant l'AS Monaco, donc qui finirait quatrième. Alors, ce sont des prédictions et ça ne se passe pas toujours comme tout est prédit. Mais ça doit donner confiance, en tous les cas. Tiens, je vais te donner la parole, toi, Aurélien, parce que c'est vrai qu'on t'a pas encore écouté là-dessus, mais ça doit donner confiance à l'OGC Nice, ce genre de petit tableau. Et bien sûr, puisque en plus l'OGC Nice n'a pas l'habitude de se retrouver, moins l'habitude, on va dire, de se retrouver à ces positions-là que Monaco ou Lyon ou même Lille sur les dernières années, on va dire, sur les 5 dernières années. Donc évidemment, là, il y a plus à se poser de questions. Il faut absolument tout jouer sur la Ligue des Champions, puisque je pense aussi que ça pourrait c'est ça qui pourrait sauver leur saison. Et quand on regarde on va le remettre, ce tableau des prédictions, pour l'AS Monaco, par exemple, Monaco a plus de chances de finir à la 5e place qu'à la 3e, malgré tout. Alors que c'est ce que vise quand même cette équipe de l'AS Monaco, une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Alors ça reste qu'un tableau de prédiction. Évidemment, l'OGC Nice pour la 4e place, 25% quasiment, et ça retombe sous les 20% pour la 5e place. Et là, on voit au-delà de ces places européennes, donc la 7e qui pourrait l'être 1,8% et 0,3% à la 8e place. Donc si j'en crois ce tableau, l'OGC Nice est européen. C'est bon, Léandra. Ça, en tout cas, c'est bien parti. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop de pression sur cette fin de saison. Alors bien sûr, il y a cette Ligue des Champions et quand on est 3e, on a envie d'y rester forcément. Et comme l'a dit Aurélien, ça redonnerait, même si la saison n'est pas gâchée, ça ferait oublier quelques petits échecs en Coupe de France et en Ligue Europa. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est qu'une qualification en Ligue des Champions, pour l'OGC Nice, c'est pas vital. Alors c'est vital pour l'OM. Oui, mais ça sauverait un peu la saison pour quand même. Monaco. Ça sauverait la saison. saison, et puis quoi qu'il arrive, la Ligue des Champions, ça attire du monde au stade. Enfin, c'est la Ligue des attire Champions, ça aussi, fait rêver. Quand t'as moins de moyens. Ça pourrait être un argument pour retenir Francaise aussi, même si par rapport aux rumeurs qui circulent, entre guillemets. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de le Non. retenir en tous les cas. Ouais. Après, moi, je n'y crois pas trop à ce tableau-là. C'est plein de chiffres, de machin, des journées de la fin. Toi, t'es pas un homme de chiffres, t'es un homme de lettres. Si, moi je suis un homme de chiffres aussi, mais non, j'aime bien les stats, mais là c'est trop loin, on peut pas savoir. 10 journées de la fin, quand même, ça te donne Il peut y avoir des blessés, t'as mais 29,1, 27,8, machin, mais ça c'est pareil. Et puis tu sais pas, tu perds contre le derby contre Monaco, il y a tout qui est remis. Là ils te refont le tableau la prochaine journée. Évidemment, ça va changer les statistiques.
classique. Oui, mais là, évidemment, non, tu aurais eu un match de jouer en plus. Donc, tableau, Non, mais là, globalement, il tient compte de la dynamique dans laquelle se trouve l'OGC Nice. Et si on fait le parallèle avec Monaco, je pense que ça tient compte aussi de l'inconstance de cette équipe qui est capable d'enchaîner bien des sûr, super mais- matchs et des beaucoup moins bons. Moi, je crois qu'au-delà du tableau, je crois qu'il y a une chose quand même qui est a priori imparable, c'est qu'on sait que tous les clubs dans une saison ont un passage à vide à cause des blessés. Je pense qu'à Nice, on a purgé cette mauvaise passe et que là, il y a un effectif qui est au complet et qu'il y a une réelle dynamique pour aller chercher la Champions League. D'autant qu'on dit on n'a pas besoin de la Champions League, certes. Mais la Champions League et l'Europa League, c'est deux planètes différentes, quoi. On l'a bien vu, Si quand tu finis le championnat, tu sais que tu es en Champions League, surtout avec le nouveau format de la Champions League, tu recrutes pas de la même façon, tu prépares pas ta saison de la même façon. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Donc réellement. Et puis tu joues le mardi ou le mercredi et pas le jeudi. Et d'ailleurs, quand Laurent Bessière était là, il nous disait que ça fait énormément de Mais bien sûr, différence bien sûr, entre par le jeudi et rapport à la dimanche, récupération entre le jeudi Alors, et le à la dimanche. récupération et y compris à l'attrait des rencontres pour les spectateurs. Parce Oui. que quand tu as le match le dimanche à 13h, à 15h, malgré tout, tu sais que tu perds un peu de ton public. Là, tu as joué le vendredi soir ou ouais. samedi soir. Voilà, exactement. Voilà. Et ce qui est préférable pour avoir du public et pour créer aussi cette dynamique. Et puis le mardi soir, le mercredi, c'est souvent les enfants qui vont pas à l'école, donc tu as plus de disponibilité qu'un jeudi soir ou même un Clairement. mercredi. Ça change de planète. Ouais, exactement. On va écouter Francaise sur ce match face à Lyon, l'adversaire de l'OGC Nice. On connaît les qualités le potentiel de cette équipe, qui travaillait déjà très bien sous Pierre, qui continue à bien travailler sous Paolo. Voilà, il y a des joueurs de grande qualité à tous les étages. C'est une des équipes qui aussi se bat et qui a des objectifs même élevés de par son statut. Voilà. Et on sait qu'on aura un match difficile, mais bon, on le sait à l'avance. Alors, on le sait à l'avance, match difficile pour l'OGC Nice face à Lyon. Alors la bonne nouvelle de ces dernières 24 heures, eh bien, c'est le communiqué des Ultras Populaires Sud qui ont donc décidé de revenir au stade. Il y a la tribune Sud sera complètement fermée encore une fois. C'est le 3e match à purger de suspension après les banderoles contre l'Olympique de Marseille. Mais le club a décidé de replacer ses supporters. Et Léandra, hier, ils ont communiqué les UPS pour dire, eh bien voilà, on va tous se replacer en tribune Garibaldi J pour essayer de faire l'union sacrée. Oui, l'union En sacrée. tribune Rail, pas Garibaldi, Rail. Oui. Non, c'est secteur J. Donc Secteur J, Non, c'est quoi? secteur J, Ségurane, non c'est entre la Sud et Ah oui, d'accord. la Ségurane. Ouais, Ah c'est oui, ça. d'accord, ça entre Voilà. la Sud et Sugar, oui, c'est ça. Exactement. Mais oui, De oui, là où c'est- part Mef. Ouais, tu as raison. Bravo Antoine. C'est une connais très les stats très c'est une très très bonne nouvelle. Il y avait déjà eu une tentative de dialogue il y a quelques semaines, ça n'avait pas fonctionné et du coup les Ultras avaient poursuivi leur mise en retrait contre Montpellier. Et là c'est important, c'est le sprint final. On les a vécus ces matchs-là sans les Ultras, même si voilà, il y avait cette c'était fermeture triste, hein. déjà et voilà, c'est très très triste, c'est très triste. Donc là c'est le moment de revenir. Tout le monde a mis un peu de l'eau dans son vin, il y a des pas qui ont été faits voilà, l'un vers l'autre. Il y a encore eu des discussions en début de semaine avec le coach notamment, et il le racontera tout à l'heure. Mais oui, c'est important d'avoir les Ultras qui soient là, même si je pense que tout n'est pas réglé, voilà, d'avoir mis un peu la fierté de côté. Et puis je pense que les Ultras, ils avaient aussi envie de ne pas vivre un petit peu une humiliation d'entendre les 200 ou 400 supporters lyonnais qui vont venir au stade. Si on avait Ouais. entendu que Un dimanche dimanche soir sur DAZN, le match en phare. prime time, terrible, ça aurait été terrible. Oui, ça aurait été compliqué. On va regarder le communiqué d'ailleurs des Ultras Populaires Sud. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais le principal, c'est des erreurs ont certes été commises, mais le but final reste le même pour tout le monde, aller chercher une qualification européenne et continuer de rêver au podium synonyme de Ligue des Champions. Voilà, tout est dit. Certes, il y a des incompréhensions, certes, il y a eu des erreurs de fait dans la communication des uns et des autres, mais aujourd'hui, il faut que tout le monde tire dans le même sens pour aller chercher cette Ligue des C'est Champions. l'union sacrée. Voilà. Voilà, c'est l'union sacrée, on y va tous, on va chercher le podium et voilà, et c'est très bien que les supporters soient revenus parce que c'est vrai que cette année, et plus je trouve que même les années précédentes, ils ont mis une super ambiance, ils ont toujours bien joué le jeu. Alors ils ont fait des erreurs avec cette banderole, voilà, donc ils ont payé. J'espère que ça se reproduira plus et que là on va enfin avoir de l'ambiance, ça va être sympa.
Voilà, il en faut pour aller chercher le podium. On va écouter justement Francaise sur le retour des supporters de la Populaire Sud dans le stade. Ah oui, ça change. On est d'abord très content. On a un peu échangé, on a échangé avec les supporters. Et j'ai échangé cette semaine, je ne suis pas le seul, du club. Mais d'ailleurs, c'était très bien d'avoir ces échanges. Et puis très, très bien de les sentir derrière le groupe, derrière l'équipe, derrière les joueurs. C'est ce qu'ils nous ont dit et je les crois sur parole. Donc je suis très heureux que cette dernière longue ligne droite, on la fasse tous ensemble. Ah, tous ensemble unis vers cet objectif de Ligue des Champions. C'est vrai, Fred, que tu as commenté pas mal de matchs à l'Alliance Riviera. Sans les supporters, sans les ultras, sans l'ambiance qu'ils mettent en tous les cas dans le stade, c'est pas la même atmosphère, évidemment. Ah, mais c'est clair que c'est pas la même atmosphère. C'est clair que dans certaines situations, on sait que c'est ce qui peut faire pencher la balance sur le terrain. Après, il y a les supporters et puis il y a l'ensemble des Niçois. Je veux dire, on a un bel outil dont on a rêvé pendant des années. On a un bel outil. Mine de rien, on a un club qui, sur ces dernières années, arrive à se qualifier à des Coupes d'Europe. Alors, c'est pas la Champions League. Là, on a un pied presque en Champions League, mais tout le monde, avant on disait monter au rail, mais là, tout le monde devrait aller à l'Alliance dimanche soir parce qu'il faut faire bloc et on a besoin de ça, quoi. Quand on entend sans arrêt la Nice-certitude par-ci, la Nice-certitude par-là, faut le prouver. Nice, il faut y aller dimanche, quoi. Voilà, c'est clair. Effectivement, dimanche et la semaine prochaine, évidemment aussi face à Auxerre, parce que le match sera le vendredi soir à 20h45, là aussi devant le diffuseur, donc une des affiches de cette Ligue 1. Donc 2 affiches pour l'OGC Nice, Nice-Lyon et Nice-Auxerre. On vous encourage tous, évidemment, à aller au stade et encourager les Aiglons dans cette dernière ligne droite, avec cet objectif, bien évidemment, de Ligue des Champions à aller chercher. On fera gagner tout à l'heure, d'ailleurs, des places pour Nice-Auxerre, mais avant cela, on va faire la compo probable avec Léandre. La compo probable, ma chère Léandra, t'avais pas vu venir Rosario la semaine dernière Et non, parce que Boudaoui était malade. Eh oui, Boudaoui parfois, il y a des impondérables. Victime du microbe. C'est pour ça que ça reste toujours une compo probable et pas la compo officielle. Exactement. À 2 jours du match. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? J'imagine beaucoup de surprises. Énormément de surprises, puisque beaucoup de... Non, un groupe très dense, encore une fois. Donc, mais ça sera Boulka dans les cages, même charnière que la semaine dernière, Bombito, Youssouf, Dante, Klaus, piston droit. Les milieux de terrain, on parlera un peu plus près du micro, ma chère Léandra. Boudaoui, qui va récupérer sa place dans l'entrejeu, aux côtés de Santa Maria. Et puis là, c'était un peu l'hésitation entre Melvin Barr ou Ali Abdi. Mais voilà, Melvin Barr, ça reste quand même un cadre de cette équipe. C'est un Lyonnais en plus, donc... Il aura peut-être un... C'est toujours un match spécial, généralement. Ouais, c'est un match spécial pour lui. Jonathan Klaus, qui est excellent en ce moment. Offensivement. Quelques petits oublis défensifs, on l'a vu avec cet alignement. Tu as mis combien? 7, non Non, c'est l'équipe qui a mis 7. Moi, j'ai mis 6, justement. À cause de ça. J'ai puni. Bim. J'ai sanctionné. Voilà. Et puis, devant, donc toujours le même trio, Guessant, Laborde et Chaud. Guessant qui n'a pas forcément fait un super match contre Saint-Etienne. Je te l'accorde. Et il marque quand même, donc c'est la preuve aussi qu'il est en train de grandir, parce que parfois quand il passe à côté, il passait totalement à côté. Là, il marque quand même. Et Laborde qui n'était pas très content de sortir à Saint-Etienne. Non, un peu frustré, mais je le comprends parce que au niveau du pressing en première mi-temps, il n'y a que lui qui mettait l'énergie, vraiment. Et personne ne le suivait. Et au final, voilà, c'est lui qui a subi, mais c'est plutôt un choix tactique aussi, celui de réaxer Evan Guessant. Et d'ailleurs, ça a fonctionné parce que Evan Guessant a marqué. Là, on peut parler d'équipe type maintenant. Sur cette équipe-là, oui. Ça, c'est l'équipe de Francaise qu'il a dans la tête, en tous les cas. Exactement, sachant que Mohamed Ali Chaud, même si voilà, première mi-temps, son investissement n'a pas toujours été exceptionnel, mais au-delà de ça, dans sa mobilité, dans ce qu'il apporte en 1 contre 1, il est aujourd'hui indiscutable. Voilà, encore, il a fait 4 passes décisives sur les 10 derniers matchs. Et puis, je pense que Francaise aussi se fait plaisir avec ce luxe d'enchaîner qu'il a jamais eu depuis le début de la saison, et est toujours obligé de faire des choix, de bricoler. Là, au moins, il a un 11 type. Et la mauvaise nouvelle, c'est quand même Tanguy Ndombele. Oui. Zéro visibilité quand même sur son retour, parce que parfois ça va, parfois les douleurs de sa pubalgie reviennent. Donc voilà. Là, il sera forfait, a priori. Il s'est entraîné en salle aujourd'hui, donc pour moi il est très très incertain. Et par contre, Morgane Sanson postule?
Morgan Sanson postule, ça fait il est sélectionné parce que ça fait 3 semaines qu'il s'entraîne normalement. Après, quand tu as un groupe au complet comme ça, est-ce que ça vaut le coup de précipiter son retour? Ouais, après dans le groupe peut-être, essayer de peut-être dans le voir, groupe. et vu qu'Ndombele n'est pas là. Mais d'ailleurs, je ne pourquoi sais pas, Mika, si t'as remarqué, mais maintenant le groupe est tellement dense que Francaise est obligé de faire des choix dans son groupe. Et d'ailleurs, Youssoufa Moukoko a été le sacrifié de cette semaine, il n'était pas sur la feuille de match. Ouais, effectivement. Et Terem Moffi d'ailleurs lui aussi, qui a fait une semaine d'entraînement à peu près normale, c'est ça? Oui, là c'était sa première semaine d'entraînement collectif vraiment normale. Il avait eu quelques aménagements ces derniers temps. Bon, ça reste un peu juste encore, mais... Peut-être pour Auxerre la semaine prochaine? Et pourquoi pas? Pourquoi pas dans le groupe Terem Moffi la semaine prochaine à Auxerre, et le retour de Morgan Sanson, peut-être aussi dans le groupe. En tous les cas, il sera peut-être dans les 23 de Francaise pour cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais. Je vous en parlais il y a quelques instants, on va vous faire gagner des places pour Nice-Auxerre. On y va. Deux places à gagner donc pour Nice-Auxerre la semaine prochaine du côté de l'Alliance Riviera. Ça sera vendredi à 20h45. Et pour cela, vous en avez l'habitude, il faut pronostiquer le score entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Donner le nom des buteurs s'il y en a. Et puis le petit hashtag Gym Tonic pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous faire gagner ces places. Donc on vous attend nombreux pour participer donc à ce petit concours de pronostics, de places à gagner donc pour Nice-Auxerre. Le score de Nice-Lyon et le hashtag Gym Tonic. On termine avec le Souviens-toi d'Antoine. Le Souviens-toi, mon cher Antoine, qui va être consacré à François Clerc, un ancien aiglon qui arrivait lui aussi de Lyon, et qui était international français. Qui a été international français jusqu'en 2006. Il avait 13 sélections, il avait 25 ans, c'est sa dernière sélection. Et donc, François Clerc, en fait, il arrive libre à l'OGC Nice après 2 ans, donc entre 2008 et 2010, où, blessé au genou, il avait très peu joué à l'Olympique Lyonnais. Il était revenu et puis il a été blacklisté par Claude Puel lors de sa dernière saison à Lyon un petit peu. Et donc il arrive, en fait, il est sans club. Au départ, il s'entraîne avec l'OGC Nice parce que il est l'agent de Mounier qui s'appelait Guerra. Fred Guerra était aussi son agent, et donc il a obtenu l'OGC Nice. C'était l'agent de Florent Balmont aussi. Voilà. De beaucoup de Lyonnais. De beaucoup d'anciens Lyonnais. Ouais. Donc il a obtenu de s'entraîner avec l'OGC Nice. Et l'OGC Nice n'avait pas au départ les moyens de l'engager, mais il a fait beaucoup d'efforts financiers, François Clerc, et donc il a été recruté finalement fin septembre par donc le tandem. C'était Eric Roy qui était coach, avec comme adjoint René Marsiglia et Gilbert Stellardo président, donc cette année 2010-2011. Donc il va commencer par un premier match au PSG, donc début octobre. Voilà, donc ça c'est son premier match. Il avait quasiment pas joué, il avait fait très peu de matchs en 2 ans. Il avait pu jouer depuis 6 mois au niveau 6, 7, 8 mois, voire au niveau professionnel, depuis le décembre de 2009. Et il fait son premier match, il fait 90 minutes au Parc des Princes pour un 0-0. Il s'était bien senti, même s'il avait souffert en fin de match. Très content donc de se retrouver. Un joueur de foot. Et cette saison-là, donc on avait peur parce qu'on se disait, certains disaient qu'il était perdu pour le football, etc., qu'il ne retrouverait jamais son niveau. Et il fait une très bonne saison avec 33 matchs, alors soit latéral droit, soit latéral gauche, un poste qu'il découvrait à Nice, d'ailleurs latéral gauche. Il marque 2 buts, 2 passes décisives. Bon, Nice, de son côté, ne fait pas une très bonne saison, termine 17e, se sauve de justesse, d'ailleurs grâce à Lyon, qui bat Monaco au dernier match. Mais lui, François Clerc, lors de cette saison-là, renaît au football. Donc il avait signé 2 ans à l'OGC Nice, donc d'abord une bonne première saison. Et d'ailleurs, sur cette saison-là, là on voit, ce but-là, c'était en Coupe de France. C'était contre Lyon, et il marque en 6e de finale en janvier 2011, et il marque au Stade du Ray 1-0, le seul but de la rencontre pendant les prolongations. Donc c'était un beau pied de nez par rapport à Lyon, justement, par rapport à son ancien club qu'il avait un peu, on va dire, laissé tomber. Et donc c'est lui qui qualifie l'OGC Nice face à Lyon 1-0. Donc Nice ira jusqu'en demi-finale de la Coupe de France. On verra la prochaine image. Voilà, donc ça c'est lors de la défaite en demi-finale contre Lille avec Lionel Letizy.
Une lourde défaite, hein, c'était... Non, 2-0. 2-0, ouais. Ouais, Lille était vraiment très très au-dessus à ce moment-là, donc ça c'est... Sianoui ont fait le doublé, non Oui, ouais. en 2011, ouais, Lille fait le doublé. Et c'est une première saison quand même riche pour François Clerc, donc un peu le phénix. Et ensuite, il attaque une deuxième saison à l'OGC Nice, deuxième saison également pleine. Là, on voit, c'est le premier match de la saison, d'ailleurs contre Lyon. On voit un but, c'est un but d'Anthony Mounier. Qui célèbre contre son ancien club, on en parlait les dernières fois. Et là, on voit François Clerc aussi, la crise qui est à terre. Mais Nice avait perdu quand même ce match-là 3-1. Malgré ce but niçois. Donc une deuxième saison aussi très complète, 38 matchs en tout, 4 buts, une passe décisive, alors avec notamment un but, là c'était lors du fameux 4-4 contre Lille. On le voit plonger. Renato Sivelli et voilà. Fabrice Abriel. Nice qui finit, François Clerc égalise d'ailleurs à 4 partout, donc sur cette action dans les derniers instants de la partie. Et à la suite de ce match, d'ailleurs, René Marsiglia, qui avait repris l'équipe, l'avait appelé Inzaghi. Donc voilà, François Clerc Inzaghi, parce qu'il était toujours là à rôder sur les corners, sur les coups francs et à marquer au dernier moment. D'ailleurs, cette saison-là, il marquera aussi un but très important à Saint-Etienne pour le maintien, ou une victoire 3-2. Chez les Verts à la dernière minute, donc qui aura beaucoup aidé pour le maintien. Et il fera son dernier match avec l'OGC Nice, là contre Lyon. Le dernier match, c'est cette fameuse victoire 4-3 qui assure le maintien du gym. Avec ce magnifique but de Gonçalves, donc pareil, donc il finira aussi contre Lyon, l'ancien Lyonnais, dernier match avec l'OGC Nice, avec cette victoire fabuleuse 4-3 dont tout le monde se souvient, et le maintien accroché avec une 13e place en fin de saison. Donc ces deux belles saisons à l'OGC Nice lui permettent d'aller voir un peu plus haut. À l'époque, Saint-Etienne était un club qui marchait plutôt mieux que l'OGC Nice et qui marchait plutôt fort, et il a signé chez les Verts. Avec Christophe Galtier. Avec Christophe Galtier, il restera 4 ans. Alors peut-être Claude Puel avait signé à l'OGC Nice au mois de mai. Ouais. On ne sait pas si c'est comme il avait été blacklisté par Puel à Lyon. Ouais. Bon, en tout cas, il avait eu un meilleur contrat et de meilleures opportunités à Saint-Etienne. Donc il sera parti 4 ans chez les Verts. Il finira sa carrière au Gazélec Ajaccio pendant 2 ans. Et depuis 2019, il a arrêté, il a raccroché. Maintenant, il est président du club d'Andrézieux en National 2. Il est il est coprésident au-dessus de Saint-Etienne. Il est coprésident et actionnaire du club. Oui, au-dessus de Saint-Etienne. Au-dessus de Saint-Etienne, ouais. Voilà, sinon il est originaire de Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu. Ouais, donc c'est pas loin, c'est dans l'Ain. Andrézieux, Bourgoin-Jallieu. De Bourg-Péronas, non Ou Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu. Bourg-en-Bresse, ouais. Bourg-en-Bresse. Bourgoin-Jallieu, ça fait rugby. Voilà. C'est ça, les Bergaliens. C'est le rugby. Et donc voilà, François Clerc qui a quand même passé, qui s'est relancé à l'OGC Nice. Voilà, deux belles saisons, même s'il ne retrouvera jamais l'équipe de France. Assez discret comme joueur, mais toujours très efficace et puis marquer des buts importants. Ouais. Ok. Voilà pour François Clerc. Tu voulais nous dire un petit mot avant de se quitter, mon cher Antoine, sur Alain Vatelet, la D2 féminine. Voilà, qui était notre invité il n'y a pas si longtemps, Alain Vatelet, donc qui est le nouvel entraîneur de la D2 féminine de l'OGC Nice. Donc depuis la mise à l'écart de Mathieu Esposito, l'ancien entraîneur. Début février, l'OGC Nice recherchait un entraîneur avec un diplôme, le diplôme requis. Alain Vatelet, qui a longtemps travaillé à l'OGC Nice, qui a été directeur du centre de formation, qui a été formé à l'OGC Nice en tant que joueur, qui a été en finale de la Gambardella avec les 19 ans nationaux. Voilà, donc qui a plus de 40 ans de licence à l'OGC Nice. Donc revient à un club dont il était parti en 2019. Il va là pendant les 3 prochains mois, il va essayer de redresser la barre avec les filles qui sont lanternes rouges de leur championnat. Il va essayer d'assurer le maintien. C'est une nouvelle expérience pour lui, mais il est très motivé, il a très envie de tenter cette expérience. Il a beaucoup parlé avec Olivier Chouafny, avec Laurent Bonadei, ancien entraîneur de l'équipe de France, nouvel entraîneur de l'équipe de France féminine. Voilà, et il est motivé. Il a pris son poste hier matin. Il a 10 jours pour préparer la réception de Thonon Evian. Et il espère redresser la barre avec les féminines du gym. Voilà, bonne chance à Alain Vatelet dans ses nouvelles fonctions donc d'entraîneur des féminines de l'OGC Nice. Frédéric, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Gym Tonic. Ton éclairage est toujours très intéressant, en particulier sur les arbitres. On souhaite de l'apaisement. Maintenant, évidemment, que tout ça rentre dans l'ordre. Oui, c'est à souhaiter. Maintenant, on sait que c'est pas un long fleuve tranquille et que le football a des hauts et des bas. Il y aura certainement d'autres situations, mais si au moins ça pouvait se modérer pour avoir une fin de saison
plutôt sereine, ce serait bien. Et merci de l'invitation. Et Avec ben, plaisir. le monde du football t'entende. Léandra, Aurélien et Antoine, merci beaucoup. Merci, pour Mika. votre Merci, Mika. participation. Merci, Mika. Parfait. Comme d'habitude, merci à Sophie Dancé, Chloé Vorgard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, attention, aux alentours de mercredi, parce que l'OGC Nice va jouer vendredi, ça va arriver vite. Donc le prochain numéro de Gymto. D'ici là, allez au stade, passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.